Dans cette vidéo, je vais reprendre à partir de la notion des rendements d'échelle. Mais avant d'expliquer ça, je vais alors reprendre le graphique de la fonction de production de court terme de la fonction de production de tomates qu'on a déjà vu. Donc, je vais essayer de reproduire le graphique. Donc, on a alors l'acteur de production L et bien sûr la quantité de tomates. Et puis la fonction de production est de forme de S. Donc pour un niveau, c'était à court terme, donc pour un niveau de capital inchangé. Donc ce qui change ici, c'est uniquement la quantité du travail. Donc pour voir, si vous voyez là, pour cette quantité de travail, voilà la quantité d'output produite et ainsi de suite pour cette quantité de travail. Voilà la quantité d'output qu'on peut avoir. À long terme, la variation également du capital est possible, donc les deux facteurs peuvent varier. C'est pour ça que on va ajouter l'axe pour le capital. Donc au lieu d'avoir une seule combinaison de, de capital fixé et du travail, à long terme, on va pouvoir substituer le capital par le travail et vice-versa pour le même niveau de production. Par exemple, on peut imaginer que je vais alors utiliser plus, ici par exemple, cette combinaison, je vais utiliser plus de capital, mais moins de travail. Et vice-versa, je vais prendre là par exemple, cette combinaison, plus de travail, mais moins de capital. Et donc, au lieu d'avoir une seule combinaison, on va avoir plusieurs combinaisons qui permettent finalement de produire la même quantité d'output. Donc, au lieu d'avoir une seule combinaison, je vais avoir toutes ces combinaisons-là qui forment ce qu'on appelle la courbe, tout simplement, d'Isoconte ou d'Isocon. Courbe d'Isoconte plutôt. D'Isoconte ou bien d'Isocon. Ça dépend des livres, on peut trouver l'une ou l'autre. Donc là, si je reprends, là, c'est le même niveau de production. C'est-à-dire, je peux produire la même quantité, mais avec des combinaisons différentes des deux facteurs K, L. Si je prends par exemple, je reprends à court terme, et je prends cette combinaison-là, il était possible avec cette quantité du travail et cette quantité tout simplement de travail avec la quantité de capital qui est fixée, qui donne finalement ce niveau d'output. Mais puisque maintenant le capital, la variation de capital est permise, alors on peut, au lieu de parler d'une seule combinaison, on aura plusieurs combinaisons, comme dans l'exemple. Et voilà, toutes ces combinaisons permettent d'avoir le même niveau d'output que celui-là. Et ainsi de suite. On peut continuer si on veut finalement. Ce sont les niveaux, donc les courbes
qui permettent d'avoir des niveaux de production différents. La question maintenant pour les rendements d'échelle, si je multiplie les facteurs de production du même facteur, est-ce que la production, l'output, sera, va se multiplier le même facteur, mais un plus ou moins? Par exemple, supposons que pour la première combinaison, j'utilise cette quantité-là du travail et cette quantité-là du capital. Si je multiplie le capital fois 2, c'est-à-dire je prends là, ce point-là, et si je multiplie ce point-là, par exemple, est-ce que, alors ce niveau de production, est-ce que le niveau de production sera plus que doublé, moins que doublé, ou bien juste doublé? Donc là, l'échelle, c'est tout simplement en passant d'un niveau à l'autre, on verra que l'échelle de production varie. Donc la question, je reprends la définition qu'on a donnée. Donc commençons par cette question. Comment varie alors la production si j'augmente toutes les quantités de facteurs de production de la même proportion? Et par exemple, je multiplie fois 2. Est-ce que la production va plus que doubler, juste doubler ou moins que doubler? Alors, si la production va plus que doubler, on parle de rendement d'échelle qui sont croissants. S'il fait que moins que doubler, on parle de rendement d'échelle qui sont décroissants. Et si elle a juste doublé, on parle alors de rendement d'échelle constant. Donc, cette notion, on peut l'expliquer mathématiquement en passant par l'homogénéité de la fonction de production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, une fonction est homogène. Fonction de production est homogène quand, donc si je peux, alors voilà la fonction de production que j'ai. Maintenant, ce n'est plus que ne dépend qu'un seul facteur, mais il dépend des deux, c'est-à-dire la quantité de capital qui varie, les quantités de facteurs de travail qui varient. Si alors je multiplie les facteurs de production par la même proportion, par le même facteur lambda, est-ce que j'aurai alors, donc si j'ai alors lambda à la puissance m ou k, par exemple, fois q kl. Si j'arrive à écrire la fonction de cette forme-là, je peux déjà dire que la fonction est homogène de degré m. Donc la fonction est homogène de degré m. Maintenant, on va voir la valeur de m. Si alors m égale à 1, les rendements d'échelle sont tout simplement constants. Rendements d'échelle sont constants. Si alors m supérieur à 1, le rendement d'échelle sont croissants. Si au contraire m inférieur à 1, les rendements d'échelle sont tout simplement décroissants.
Voilà ce qu'on peut dire de cette notion de rendement d'échelle. Je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Donc, il y a une remarque. Donc, je dois m'arrêter là. Donc, on a déjà parlé de la loi des rendements marginaux décroissants. Et là, on parle de rendement d'échelle, croissant, décroissant ou constant. Il faut bien faire attention que lorsque on a cherché à vérifier si la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée ou pas, donc on a calculé tout simplement la variation, c'est la variation de la productivité marginale du travail, par exemple, ou du capital par rapport au travail. Et donc, c'était la variation uniquement l'un des facteurs qui varie. Et donc, c'était, s'il est négatif, on dit que la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on parle de rendement d'échelle que je viens d'expliquer. Pour le rendement d'échelle, regardez bien Q qui dépend de K et de L, on multiplie les deux facteurs de production par lambda. Il faut qu'on arrive à l'écrire sous cette forme-là. Lambda à la puissance M, Q, K, L. Donc, ce n'est pas comme ici, il n'y a que l'un des deux facteurs qui varie, mais là, les deux facteurs varient de la même proportion, qui est lambda. Donc, si c'est le cas, on dit que la fonction est homogène et on peut parler de rendement d'échelle. C'est pas comme ici, la loi des rendements marginaux décroissants, c'est lorsqu'on voit que uniquement la productivité marginale varie par rapport à un seul facteur. Donc voilà, j'espère qu'on a mis l'accent sur la différence entre la loi des rendements marginaux décroissants et le rendement d'échelle. Arrivons là. Donc on va essayer de voir la notion de TMST, de rappeler un petit peu l'isocompte ou l'isocont. Donc là, donc isocompte ou isocont. Donc voilà, pour simplifier, on vient de le dire, que on suppose qu'on n'a qu'un seul output. Ça, je l'ai dit depuis le début du cours, parce que rien nous n'empêche d'avoir plusieurs outputs. Mais pour simplifier, on a supposé que la fonction de production dépend uniquement de deux inputs et donne uniquement un seul output. C'est toujours dans le but de simplifier parce qu'on aura à représenter graphiquement des courbes et sur un plan. Donc, si on a plus de variables, on ne peut pas le faire sur un plan. Ça devient de plus en plus compliqué à le tracer lorsque le nombre de variables augmente tout simplement. C'est la raison pour laquelle on se limite à 3 variables. Sinon, tous les résultats obtenus avec deux inputs et un seul output peuvent être après élargis pour plusieurs variables, plusieurs outputs. On suppose également qu'il y a une substituabilité entre les inputs. C'est-à-dire on n'est plus dans le court terme où on a une quantité bien déterminée de capital, mais on est plus à long terme et
on permet cette substituabilité entre le travail et le capital. Donc, la courbe est définie comme l'ensemble des paniers d'input qui permettent de produire un même niveau d'output. C'est-à-dire, là, je prends isocon, et pour dire isocont ou bien isocont du niveau Q0, c'est tout simplement l'ensemble des facteurs de production. Je vais peut-être prendre L et K qui appartient à R2+. Et là également, pourquoi 2? Parce qu'on a deux facteurs de production et plus parce que pour l'hypothèse de la négativité des quantités, parce qu'on suppose que les quantités du facteur de production sont positives. Tel que, alors la fonction de production, on peut également prendre Q qui dépend de K et L égale Q0. Tout simplement, voilà l'écriture, pourquoi elle est définie, par quoi elle est définie, une courbe d'isocont ou d'isocont. Donc, comment la tracer? La représentation graphique, comme vous le voyez là, on a, donc ici, j'utilise plus x2 et x1. On va juste prendre x2, c'est le capital, et x1, c'est le travail. Donc là, vous voyez le long de la même courbe, on a quoi? C'est le même niveau de production. Ce qui varie, c'est tout simplement, donc si je prends là, par exemple, alors, le capital et le travail, et on a une courbe d'isocompte qui permet d'avoir ce niveau Q0. Donc là, ce qui varie, c'est juste les combinaisons. Mais finalement, c'est le même niveau. Parce que toutes ces combinaisons-là permettent d'avoir le même niveau d'output. Donc c'est pour ça qu'on parle isocompte. Iso pour dire la même égalité des quantités. Donc on va après discuter de la forme, pourquoi l'isocompte il est de cette forme-là. Mais vous pouvez faire un parallèle par rapport à ce qu'on a vu avec le consommateur. Avec le consommateur, on a vu que le consommateur consomme deux biens, XY par exemple, XY, et on a la combinaison le panier est composé des quantités, composé des deux biens. Donc, on change le panier ici, mais finalement, le niveau de satisfaction est le même. U, par exemple, c'est U0 ici. U0, U1, U2, c'est le même niveau d'utilité, même si les paniers, la composition des paniers varie. Donc, vous pouvez faire un parallèle, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici, on parle de facteurs de production et de production, au lieu de parler respectivement des paniers de consommation et des niveaux de satisfaction. Donc là, c'est le même niveau de production, d'output, mais on peut passer à une autre échelle de production. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ces deux combinaisons-là, peut-être que je double ou plus que doubler et avoir ce niveau niveau de production. Alors, vous voyez que on va voir que plus on va dans ce sens-là, plus le niveau de production augmente. On passe d'un niveau à l'autre. Donc c'est là où on parle de l'échelle de production, changement d'échelle de production.
Les propriétés des isocomptes, je ne vais pas m'arrêter longtemps sur ça puisque c'est pratiquement ce sont les mêmes propriétés de la courbe d'indifférence parce que la forme vient tout simplement, on utilise la même fonction, même type de fonction qui est une fonction qui est convexe. En général, on utilise la fonction de Cobb-Douglas. Et c'est pour ça que ils ont pratiquement les mêmes propriétés, mais on va les rappeler de façon brève. Donc la première propriété, c'est que plus je m'éloigne de l'origine, alors plus le niveau de production augmente, ce qui est tout à fait, oui, vrai. Pourquoi? Parce qu'on va voir que, par exemple, prenons ce niveau d'output qui est Q0, donc il est fait avec, si je prends ce panier-là, on va garder le même niveau de capital, mais j'augmente l'utilisation du travail. Et je vais voir par exemple, si j'utilise cette combinaison-là, est-ce qu'il serait sur un niveau de production supérieur ou inférieur? Donc, autrement, est-ce que je vais augmenter le niveau d'output? La démonstration est assez simple. On va aller de l'hypothèse qu'on a fait sur le producteur qui était un agent rationnel. Donc, en passant de cette combinaison à cette combinaison-là, on a constaté que le producteur va utiliser plus de travail. Donc, plus de travail, s'il est rationnel, il n'utilise plus que de travail que s'il veut augmenter, va avoir une augmentation de production. Sinon, ça ne sert à rien pour un agent rationnel d'ajouter, d'utiliser plus de travail, s'il permet d'avoir le même niveau de production. C'est pour ça que ce niveau de production-là, il ne peut être que supérieur à Q0. Donc Q1 est supérieur à Q0. On peut également imaginer, on peut augmenter de la même façon, on va voir Q2 et ainsi de suite. En utilisant le même raisonnement, on va trouver finalement que plus on va dans ce sens-là, plus le niveau de production augmente. Plus on s'éloigne de l'origine qui est haut, donc on aura le niveau de production va augmenter. Deuxième propriété, ça va être alors deux, 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 deux isocombes ne se croisent pas. Pour démontrer ça, on va essayer de démontrer par l'absurde. On va prendre tout simplement, on va supposer que, alors le capital et le travail, et on va supposer tout simplement que j'ai tout simplement deux courbes d'isocomptes qui se croisent. Donc je vais prendre alors cette combinaison-là, je vais l'appeler C comme je l'ai appelé là, et puis là j'ai B, et puis A. Et donc on va démontrer que cette façon de tracer les courbes n'est pas possible, est contradictoire tout simplement. Donc si je prends alors cette courbe IQ0, alors je vois que B, donc B et C appartiennent à IQ0 parce qu'ils se situent sur la même courbe. De la même façon, je vais prendre A et C appartiennent tout simplement à Q1 par exemple, à IQ1, parce qu'on voit bien qu'ils sont sur la même courbe.
Donc, de ces deux-là, par la transitivité, on peut déjà dire que A et B doivent appartenir au même, à la même courbe d'isoconte. Est-ce vrai? On voit bien que A et B n'appartiennent pas ou ne se situent pas sur la même courbe d'isoconte. Donc, ce qu'on a supposé au début n'est pas vrai. Et donc, il faut corriger ça. Et donc, on aura finalement euh, cette façon IQ1 au lieu d'avoir. Donc là, on vient de démontrer que deux courbes d'isoconte ne se croisent pas. D'ailleurs, ce serait pratiquement la même façon de démontrer deux courbes d'indifférence qui ne se croisent pas. Donc, si vous posez la question pourquoi faire tout ça, tout simplement, vous allez voir que c'est pour avoir une solution qui est intérieure et pour vérifier qu'on a un maximum ou un minimum, parce que le but plus tard, c'est de chercher à calculer les quantités optimales qui maximisent le profit d'un producteur. Donc, il faut alors que la fonction de production vérifie certaines propriétés. Donc, c'est pour ça. La courbe d'isoconte est décroissante parce qu'il est tout à fait, c'est reflété par la substituabilité entre les deux facteurs de production, le capital et L. Donc on a par exemple, pour passer de cette combinaison A par exemple à cette combinaison B, donc il faut absolument, pour garder le même niveau de production, il faut absolument réduire cette quantité du travail, c'est-à-dire la variation du capital qui doit être négative, et, et augmenter le travail de cette variation de travail qui est positive. Et donc la pente de cette courbe n'est que la variation du capital sur la variation de L négative sur une positive qui donne quelque chose qui est négatif. Donc la pente est négative, ça veut dire tout simplement que la courbe est décroissante. Donc courbe d'isoconte est décroissante. Arrivant après à la propriété de la convexité, donc la courbe d'isoconte est convexe. Là également, pourquoi elle est convexe? Vous pouvez tout simplement prendre, on a deux, donc je vais prendre alors une courbe IQ0 qui est convexe, qu'est-ce que simplement convexe? Une courbe et elle est convexe lorsque, par définition, lorsque alors la pente se situe, est-ce qu'il y a la pente ici, se situe au-dessous de la courbe. Pour une courbe concave, vous allez voir de cette forme-là, c'est plutôt la pente était au-dessus, c'est pas au-dessous, mais au-dessus de la courbe. Alors que pour une courbe qui est convexe, si je prends alors le panier, donc ça, je prends par exemple, pas le panier, mais parce que là, c'est plutôt
plutôt on parle de combinaison. Si je prends cette combinaison-là A et cette combinaison-là C, combinaison-là B, donc ces trois combinaisons permettent d'avoir le même niveau de production qui est Q0. Mais pour une fonction, pour une courbe qui est convexe, donc on va voir qu'une combinaison formée de ces deux, A et C, quelle que soit la combinaison formée de A et C, il donnera plus de, donc je trace là, quelle que soit la combinaison formée de ces deux combinaisons, il procurera plus de production, donnera un niveau supérieur de production. Donc d'où on peut parler d'une courbe qui est convexe. On ne peut pas vérifier ça lorsque la courbe est concave. Taux de substitution technique. Alors, le taux de substitution technique, lorsqu'on parle, donc je pense qu'on a déjà parlé de ça, le taux marginal de substitution, TMS pour le consommateur, on peut faire déjà un parallèle puisqu'on parle de la même forme de courbe. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? TST ou le taux de substitution technique. Pour l'expliquer, je vais prendre alors deux combinaisons A et B et je vais voir alors le fait de passer de A à B. Qu'est-ce que je fais? Donc j'augmente la production, plutôt la quantité de L à utiliser et je réduis la quantité de capital utilisée et la variation de L. Donc là, si je prends alors la pente n'est que, entre ces deux, n'est que la tangente de ce alpha-là. C'est tout simplement la variation de K sur la variation de L. Tangente alpha. Et donc, lorsque cette variation de L est infinitésimale, donc tout ça, on l'appelle déjà, ça on l'appelle taux de substitution technique. C'est-à-dire pour garder le même niveau de production, pour augmenter le travail de cette variation, il faut absolument réduire le capital de cette variation. Donc lorsque la variation de L est très petite, infinitésimale, on va plutôt parler, donc cette pente qui est là, elle va se réduire tout simplement à la tangente, sachant qu'on va de B à A ou de A à B, ça sera la tangente soit plus là, soit là. Donc, lorsque la variation de L est envers 0, on va plutôt pouvoir écrire la variation de K sur la variation de L égale tout simplement la dérivée. Et donc, ce sera la pente en un point. Donc, c'est le taux de substitution, plutôt le taux marginal de substitution technique. On parle de tout simplement, on parle de taux de substitution technique à un taux marginal de substitution technique lorsque la variation de L est très petite. En tout cas, tout est repris là dans les diapos. Je ne veux pas m'arrêter beaucoup sur ces deux notions. On aura l'occasion de revenir sur ça. Donc là, par contre, là, je devrais alors démontrer la relation entre le TMST et le rapport des productivités marginales. Pour cela, je vais prendre une fonction
de production, F de K et L, égale, par exemple, Q bar ou Q0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, on est sur la même courbe d'isoconte. Le long de la même courbe, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même niveau de production, c'est-à-dire la production est constante. Après, je vais alors calculer le différentiel de F et le différentiel de ça. Donc, différentiel de F, donc la dérivée de partielle de F, KL par rapport à K, dk, plus différentiel F, KL, et cette fois par rapport à L, dl, égale différentiel de quelque chose qui est constante et égal à 0. Et donc, on va essayer, il ne faut pas oublier que ça, c'est quoi? Tout simplement, ça, c'est la productivité marginale du capital. Et ça, tout simplement, fois Tk plus ça, c'est la productivité marginale du travail fois TL égale à 0. Donc, on peut écrire tout simplement que productivité que moins Tk sur TL égale tout simplement parce que je fais passer l'autre. Alors, égale la productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital. Donc, la relation, il ne faut pas oublier que ça, ce n'est que le TMST. Je l'ai peut-être pas expliqué tout à l'heure. Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est le TMST égale le rapport des productivités marginales. Et on arrive après à l'application. Et je m'arrête là. Je reprends la prochaine fois à partir de cette application.